Donc on commence cette saison 1 par donc la mort de Foggy, donc avec cette grosse scène d'action en plan séquence entre Daredevil et Bullseye. Et moi j'aimais bien cette intro-là, honnêtement, où on est en train d'humaniser Foggy, d'humaniser Karen, Matt, de voir qu'ils vivent leur meilleure vie depuis 7-8 ans, depuis qu'ils ont instauré Nelson, Murdock and Page. En fait, on nous montre la promesse de la fin de Daredevil saison 3. Et c'est la seule promesse qu'on nous contient de la fin de la saison 3 de Daredevil. C'est Nelson, Murdock and Page, on voit un cabinet d'avocats qui semble bien s'en sortir, ils sont mieux fringués, ils sont plus classe, ils sont toujours aussi potes, ils s'aiment, etc. C'est vraiment le trio de Netflix qui est de retour. Même dans la scène du bar, c'est là que c'est vraiment en regardant les épisodes suivants qu'on se rend compte à quel point ils ont plus développé et ajouté beaucoup plus de moments humains sur des personnages secondaires comme Kirk, comme Kristen et comme Cherry, qui ensuite seront traités que comme des PNJ par l'ancien tournage dans les épisodes qui suivront, avant d'être plus ou moins redéveloppé un peu plus dans les 2 derniers épisodes. Donc c'est assez marrant de voir la différence entre le premier et le nouveau tournage. D'ailleurs que malheureusement on sait que ces personnages-là ils sont un peu sous-développés dans les épisodes d'après, mais comme on refait le pilote, on peut profiter du pilote pour un peu les développer, les humaniser un peu, pour qu'on ait quand même un peu d'attache pour eux quand même. Genre tu vois Cherry parler avec sa collègue de police dans le bar, tu vois Josie de la série Daredevil qui revient, la même actrice, donc Josie qui s'occupe du bar de Daredevil, donc c'est aussi cool de revoir le bar de Josie qui était l'un des lieux un peu de prédilection de la série Netflix, et c'était marrant de donner un rôle un peu plus important à l'actrice de Josie qui a le droit à plus de dialogue et un rôle un peu plus humain. Donc j'ai trouvé ça assez cool pour elle. Et notamment c'est intéressant de voir, par exemple, de voir Foggy essayer de draguer Kristen aussi. Et c'est là que les emmerdes commencent un peu sur la cohérence avec la série Netflix. C'est que, on a Nelson, Murdock and Page, c'est là. Mais du coup, où est passé Marcy? Où est passée la famille de Foggy? C'est que Foggy il meurt, Foggy il se fait buter. On nous a fait tout un arc en saison 3 sur la famille de Foggy, et jamais on entend parler d'eux déjà. Ensuite, où est Marcy? Marcy, c'était la love interest de Foggy, c'était l'amour de sa vie, etc. Et là, on voit Foggy en début de saison, il est en train de draguer Kristen. Donc, est-ce qu'ils sont plus ensemble? Ce qui est possible, ça fait 7-8 ans. Mais malgré tout, avec la mort de Foggy, ça me paraît quand même assez bizarre qu'on ne mentionne plus jamais Marcy, quoi. Donc ça, déjà là, je commence à être perdu. Ensuite, je vois Bullseye débarquer, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le mec était censé être... Le mec, on lui a réparé la colonne vertébrale, il était à l'hôpital et puis il était probablement en prison, d'où il est libre et d'où le mec il veut se venger de Foggy, Karen et Matt. C'est que le mec il sait pas que Foggy, Karen et Matt lui ont causé du tort en fait. Pour lui, le mec qui lui a causé du tort, c'est Wilson Fisk, c'est le caïd, et à moindre mesure Daredevil, mais le mec normalement à dernière nouvelle il ne sait pas que Matt Murdock est Daredevil. Donc moi quand j'ai vu cet épisode là, j'ai été complètement matrixé, je me suis dit mais d'où il attaque ce trio là? Comment Bullseye sait que eux c'est des méchants, quoi. Pour lui, en fait, c'est ses ennemis, quoi. Donc là, de base, j'étais complètement paumé par rapport à la saison 3, et puis en plus, il y a eu tout le délire de Fisk qui est libre, et là, j'ai commencé à exploser dans mon crâne, quoi. Mais bon. Du coup, on a le droit à cette introduction de Bullseye que j'ai trouvé assez stylée, ça m'a beaucoup fait penser au film avec Ben Affleck, avec la scène post-générique où t'as Bullseye qui balance une épingle sur un insecte, sur une mouche, et là, ils ont fait la même intro avec Bullseye. Mais franchement, j'ai bien aimé l'intro de Bullseye où vraiment ils l'ont rendu bien stylé avec ses gants, avec bien sûr le motif du coup de la cible, qui est le logo des comics de Bullseye. Par contre, son costume, frère, on pouvait faire mieux que ça. C'est quoi ce costume de Black Ops? Bullseye les gars, Wilson Bethel a une putain de mâchoire. Il a une putain de mâchoire, il a une putain de gueule, profitez de sa gueule et donnez-lui la dégaine du Bullseye des comics avec son grand sourire de psychopathe. Pas un masque de Black Ops où on cache sa bouche, etc. quoi. Après, heureusement, il est quand même très très expressif avec ses yeux parce qu'on ressent bien les moments où il se chie dessus quand Daredevil est en mode berserker, on va dire. Mais quand même, je trouve que le costume, le code couleur violet, je trouve ça un peu bizarre pour Bullseye. Et à part le petit collier élégant avec les motifs de cible, le costume ne ressemble pas du tout au costume des comics, quoi. Donc ça je suis pas très fan et malheureusement en saison 2 ils ont plus ou moins gardé le même, au moins cette fois il aura le logo sur le front et il aura une matière un peu plus résistante en termes de costume et un peu plus sombre, mais quand même j'ai un peu du mal avec, je suis pas très fan de ce costume là de Bullseye, comme le costume de Daredevil je le préfère plus quand même dans le sens où enfin on a un Daredevil qui est rouge, bien rouge pétant en termes de costume et plus forcément le pourpre, le code couleur pourpre qu'il avait avec Netflix. Là, j'aime beaucoup la texture de son costume, j'aime bien son masque, j'aime bien le code couleur du costume. Le seul problème, c'est que Marvel engage tout le temps le même designer de costume depuis 15 ans, j'ai l'impression, qui est donc Ryan Meinerding, je crois il s'appelle. Et ce mec-là, vous verrez les motifs, par exemple, du costume de Sentry, de Wolverine, de Ant-Man, je sais pas qui. Le mec, en vrai, tu enlèves le masque de Daredevil, son costume, ça peut être le costume de n'importe qui. Et je trouve que ça m'emmerde un peu, c'est que ses biceps, le torso, tout le côté plaque, c'est avec des lignes un peu partout, c'est les motifs de costume de Marvel qu'on a depuis des années, et je trouve ça dommage que Daredevil subisse également ce traitement visuel également.
Et heureusement qu'ils vont un petit peu changer le design en saison 2 parce que c'est vrai que, en vrai, t'enlèves le masque, ça pourrait être le costume de n'importe qui, quoi, tant que c'est un mec en rouge, quoi. Donc un petit peu déçu de ça, mais le costume est ok en vrai, c'est quand même ça va. Je sais pas, on n'est pas méchant non plus. Mais voilà. Du coup, ça nous mène à cette scène d'action en plan séquence contre Bullseye, qui sur le papier est bien, c'est qu'on avait vu les fuites de tournage à l'époque et on avait vu les chorés qui ont été repartagés par les mecs qui ont bossé dessus. Mais on voit que les scènes d'action sur elles, ils ont vraiment fait ces scènes d'action, ils ont vraiment tourné ces cascades, etc. Et pourtant, il y a un giga effet numérique dans la scène d'action. Parce qu'il y a un moment donné où tu as Bullseye qui va balancer un gros fumigène dans le bar, et ce fumigène va recouvrir une grosse partie du cascade et de l'action, et il y a beaucoup de moments où tu ressens que l'inertie des corps de certains de ces deux personnages-là n'est pas cohérente, quoi, c'est pas humain, ça sent que c'est souple, ça sent que c'est du numérique, que c'est des modèles 3D qui se battent, et pourtant c'est pas le cas, en tournage c'est vraiment eux. Les gens se plaignent de ça parce que non, regardez là, dans ce plan-là, on voit qu'ils ont vraiment fait la scène d'action. Oui, mais le truc c'est que Marvel est tellement con, ils ont fait ça avec Black Panther aussi, hein. C'est que Marvel, ils aiment bien tourner pour de vrai une scène d'action, et ensuite ils repassent tout en CGI parce que je sais pas, ils trouvent que ça rend pas assez bien, ou parce que ça va mieux les aider à gérer le côté fumigène, ils étaient même pas obligés de faire le côté fumigène de base. Mais voilà. Le plan séquence est cool, mais malheureusement je trouve que le côté numérique gâche un peu le plan séquence, quoi. Ça m'a quand même pas mal dérangé. On est quand même plus loin de l'authenticité des plans séquences de Netflix pour le coup. Mais sinon moi j'aimais bien la brutalité de la scène d'action, c'est que vraiment Bullseye c'est Bullseye, quoi. C'est le mec, j'aime bien le fait que dans son costume il a des armes de partout, quoi. C'est du Bullseye, le mec il bute tout le monde comme il veut au pif. Tout ce qu'il veut, c'est buter tous les innocents qui après de lui, juste pour faire souffrir Daredevil. Et ça, c'est du Bullseye, pour le coup, ça marchait assez bien. Comme, c'est aussi ça qui est cool avec Marvel, c'est que maintenant, on peut tenter beaucoup plus de mouvements de chorégraphie avec le Billy Club de Daredevil. Et donc, cette fois il peut tenter des moves beaucoup plus cool en termes de scène d'action avec son Billy Club, notamment dans la scène d'action avec Muse, dans l'épisode 6, par exemple. Ce qui nous donne à cette conclusion de scène d'action, qui est d'ailleurs rythmé par le cœur de Foggy qui est en train de cesser de battre, et les cris de Karen, et donc je trouve que ça marche bien, que du coup pendant tout le combat, tu as Matt Murdock qui est en train de surveiller l'état de santé de Foggy pendant qu'il se bat contre Bullseye, et j'aime bien le fait que le mec il se prenne 25 coups de couteau, et le mec est tellement à fond dans l'adrénaline et dans la haine qu'il arrive quand même à largement dépasser Bullseye en termes d'action et à le défoncer en fait, et j'ai bien aimé le fait qu'enfin on corrige un élément que j'aimais pas de la saison 3 de Daredevil, c'est que oui, en vrai, quand tu adaptes Bullseye, tu es obligé de faire le moment obligatoire où tu as Bullseye qui tombe d'un bâtiment ou qui se fait briser le dos, ce qu'ils avaient fait dans Netflix, dans Ben Affleck, où quand il tombe, justement, Daredevil le balance d'un bâtiment, d'une église, et ensuite il finit à l'hôpital. Et le truc, c'est que ce truc-là, il l'avait déjà fait dans Netflix, où c'était cette fois le Caïd qui lui avait brisé le dos d'une manière assez lambda et pas très intéressante, et pas très fort émotionnellement. Et au final, ils nous ont refait une adaptation du Bullseye complètement blessé physiquement, avec du coup Daredevil qui le balance carrément du bâtiment pour le tuer, il voulait le tuer à la base, et je pense qu'on peut justifier sa survie par le fait qu'il a été un petit peu amélioré en termes par la chirurgie qu'il a subie en saison 3. Malheureusement, il n'évoque jamais le fait que peut-être qu'il a de l'adamantium dans son corps, comme dans les comics maintenant, vu que maintenant Marvel a les droits de l'adamantium. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette séquence. Tu as Daredevil qui est en train de pleurer, de se morfondre, et là t'as Bullseye qui est en train de lâcher un gros sourire de psychopathe et qui est en train de lui tapoter l'épaule. Pour le coup, ça c'est du vrai Bullseye. Pour le coup, c'est que je crois que dans la série Netflix, Bullseye était quand même, on était sur ses origines, donc c'est un personnage qui était quand même assez tragique, assez dramatique. Il n'était pas assez sadique, alors que Bullseye dans les comics c'est un giga sadique. Et là, maintenant qu'on connaît déjà le personnage, on assume beaucoup plus le côté sadique. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien et qui rend le personnage assez marquant dans cette scène d'action là, pour le coup. Donc de réadapter cette séquence où il tombe par terre, et donc Foggy meurt. Et moi, c'est pas une décision qui m'embête, contrairement à beaucoup. Je trouve que c'est une décision couillue qui, il faut savoir que cette décision vient de l'ancien tournage également, sauf qu'à la base, Foggy était mort hors champ. C'est qu'à la base, la série devait démarrer sur Daredevil qui était déjà avocat avec Kristen, avec Fisk qui était déjà maire. Bref, la série aurait dû démarrer avec un nouvel univers de base, sans qu'on ait de contexte. Alors que là, ils ont quand même pris la peine quand même de ramener les acteurs de base, Elden Henson par exemple, qui en plus avait un petit peu glow-up en termes de dégaine, mais on va le tuer quand même. Et ils se sont dit, ok, Foggy est mort dans l'histoire, on peut pas changer ça malheureusement, mais on va quand même montrer la mort de Foggy, quoi. C'est un personnage tellement important qu'on peut pas le laisser hors champ, quoi. Et donc j'ai trouvé ça cool qu'il ait quand même tourné cette scène pour qu'on se réattache à Foggy et pour qu'on le retrouve. Et donc ça marche assez bien. Et ensuite donc on a cet ellipse d'un an plus tard. Et c'est là qu'il va falloir commencer de parler d'arc de personnage, parce que Matt Murdock a un arc qui est peut-être un peu trop copié-collé, on va dire,
de ce qu'il a déjà vécu dans la série Netflix, en fait. C'est que dans la série Netflix, c'était pareil, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments où il avait déjà quitté le costume, notamment dans Defenders, soit après avoir révélé son identité à Karen et avoir subi la perte de Elektra en saison 2, il s'est dit je vais raccrocher le costume et je vais pleinement vivre ma vie d'avocat en tant que Matt Murdock, avant qu'il revienne dans Defenders reprendre le costume. Et là, en vérité, la situation est un peu similaire dans cette série-là, dans le sens où, pareil, il a un ami très très proche qui meurt, et il arrête d'être Daredevil, à la différence que cette fois, il y a tout le monde lui a coupé les ponts, en fait. C'est que Karen s'est barré, Foggy est mort, et maintenant le mec se retrouve entouré d'un nouveau casting. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que, contrairement à l'arc avec Elektra, là, il est quand même beaucoup plus pesé par ce qui lui est arrivé, et il s'est toujours pas remis de la mort de Foggy. Et je trouve qu'il y a un bon développement en vrai de l'intrigue de Matt Murdock. Moi personnellement, j'ai vu beaucoup de personnes gueuler sur ça, mais moi je trouve que c'est intéressant, comme je l'ai dit sans spoiler, qu'on n'arrête pas de rappeler l'identité religieuse de Matt Murdock via la BO de la série, parce que le personnage a tellement honte de lui, se sent tellement impur par rapport à la foi qu'il a pour Dieu, il doute tellement de la foi de Dieu, de l'existence de Dieu par rapport à la mort de Foggy. On le montre très très peu dans ses pratiques religieuses, et le peu de foi qu'on le montre dans ses pratiques religieuses, c'est dans le doute en fait. J'aime beaucoup ce petit moment où il marche à côté d'une église, et il écoute les prières de l'église de l'extérieur de l'église. Je trouve que c'est quelque chose qui montre bien à quel point il s'est mis à l'écart de l'église, mais ça reste quand même une partie de sa vie en fait. Et pareil, dans l'épisode, dans le procès de White Tiger, j'aime beaucoup le fait qu'on mette en parallèle sa foi en Dieu à sa foi au système, où du coup il s'assied au tribunal en tenant du coup sa corne Daredevil, comme s'il était dans une église en fait. Donc la foi du système avec la foi donc de l'église. Et puis on sent, plus la série avance, plus il commence à prier, et plus on sent qu'il redevient un peu plus le Daredevil des comics. Mais c'est vrai effectivement qu'on n'a pas beaucoup de scènes, et c'est aussi là qu'on se pose des questions, c'est où est Maggie Murdock? Où est sa mère? Parce qu'en fin de saison 3, sa mère lui a promis de prendre soin de lui et d'être un peu son compas moral en fait. Maggie Murdock qui est une sœur et qui remplace un peu le père Lantôme qui avait été tué en saison 3. Et là aussi, ça fait partie des questionnements de saison 3 qui n'ont pas du tout été résolus, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui s'est passé encore une fois. C'est le côté soft reboot qui a tout flingué sur la cohérence encore une fois. Je trouve qu'on met beaucoup plus en avant le côté avocat de Daredevil de Matt Murdock, qui en vérité était peut-être l'un des petits défauts Netflix, c'est qu'on n'avait pas non plus tant de séquences d'avocat que ça. C'est que, en tout cas de Matt Murdock, on le mettait souvent à l'écart dans beaucoup de séquences. En saison 3 par exemple, comme il était recherché, etc., il n'avait pas du tout de séquence d'avocat. Et donc là, on le revoit en tant qu'avocat, et c'est plutôt cool. Et en plus, il traite plusieurs cas assez différents et assez variés, ce qui marche assez bien. Et ce qui témoigne bien également de l'évolution du personnage et de sa foi au système. Après, mon problème avec son intrigue, c'est que pour moi, il apprend des choses qu'il avait déjà apprises en saison 3, en fait. C'est que oui, il réussit à quitter White Tiger, mais il se fait tuer. Oui, il est en train de défendre un mec qui s'est fait arrêter parce que le mec a volé du céréal, alors qu'on doit plutôt se concentrer sur des tueurs, etc. Le système, c'est pas bien. Et à la fin, il se retrouve à essayer de défendre un mec riche qui a soudoyé des gens. Et c'est là qu'il commence à gueuler, à se dire « Non, je peux pas faire ça, quoi ». Ça m'a beaucoup rappelé la saison 1, où dans la saison 1, il avait fait un stage avec Foggy pour bosser pour un cabinet riche où il devait défendre des riches un peu corrompus. Et c'est là qu'il s'est dit avec Foggy que non, on peut pas défendre des riches, nous on doit défendre les plus démunis. Et là, le voir être réduit à défendre des riches, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit à ce moment-là qu'il pète un plomb et qu'il se dise non, je peux pas faire ça, c'est pas moi ça. On a vu White Tiger est mort, on arrête des mecs parce qu'ils volent des céréales, Wilson Fisk est maire, et nous on commence à défendre des riches, mais on vaut pas mieux que tout ce bordel en fait, c'est que le système part en cacahuète en fait. Et le truc c'est que je trouve que dans l'intrigue de la série c'est super intéressant à quel point ils ont bien réussi à mêler toutes les intrigues de la saison avec cette identité systémique. Mais en même temps, frère, durant toute la saison 3, tu as le FBI qui a été mis sous le contrôle de Fisk, et tu avais toi qui avais tout fait pour essayer de protéger l'agent Nadim. Tu n'as pas réussi à protéger l'agent Nadim parce qu'au final, toute la corruption des juges, de la police, était sous la tutelle de Fisk, et donc au final, Nadim s'est fait tuer. Et au final, tu as fait arrêter Fisk, certes, mais Fisk est libre et Fisk est vivant, et donc au final, ton système, il s'est foiré en fait. Donc pour moi, c'est pas cohérent par rapport à ce qu'il a vécu dans la série Netflix, que c'est à partir de ce moment-là qu'il réalise que le système est corrompu en fait. Le système était corrompu bien avant la série Born Again, quoi. Donc pour le coup, c'est un truc qui est intéressant, mais qui pour moi est pas cohérent avec les expériences passées qu'il a pu avoir, quoi. Mais pour le coup, un point que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont rendu Matt Murdock beaucoup plus arrogant. C'est la différence que j'aime bien entre Daredevil et Batman, c'est que Batman a quand même un code d'honneur, en général il s'y tient jusqu'au bout. Daredevil, je trouve, est quand même beaucoup plus tourmenté.
notamment parce que là on ramène le Punisher dans cette saison-là. On sent que là il est beaucoup plus sadique, il y a un côté démoniaque en lui en fait, il y a le côté diable en lui qui se réveille un peu tout le temps, et j'aime beaucoup les séquences où il commence à parler à Hector Ayala ou à Bullseye ou à je sais pas qui, comme des bébés ou comme des gamins, il les prend de haut, quand il traite Bullseye de Sweetheart par exemple, c'est vraiment il le traite de haut, il les provoque, il fait le connard un peu arrogant, et je trouve que ça passe bien avec le personnage de Matt Murdock qui a ce côté très classe, très élégant, très charmeur, d'être un peu arrogant et d'avoir ce côté un peu connard, mais je trouve que c'est cohérent avec le personnage de base, et ça permet aussi à Charlie Cox de jouer une nouvelle facette du personnage, c'est que oui, on a souvent eu droit à un Daredevil recherché, un petit peu disparu, qui a abandonné son costume, mais dans la saison 3, c'était l'inverse de ce qu'il vit dans Born Again. Dans Born Again, il essaye de se mettre à fond dans sa vie de Matt Murdock en oubliant tous ses amis, alors que dans la saison 3, il essaie d'oublier à fond sa vie de Matt Murdock, en ne gardant que le côté Daredevil et en s'éloignant le plus possible de ses amis. Donc là, on est sur l'inverse de la saison 3 de Daredevil dans la situation auquel on l'établit, et ça, je trouve que c'est intéressant. J'aime beaucoup aussi le fait qu'en 7-8 ans, le personnage a évolué, bien sûr. Donc on voit qu'il a plusieurs costumes, ce qui remet en cohérence le costume jaune qu'il a dans She-Hulk, par exemple. Et donc ça c'est plutôt cool, et on voit qu'il a plusieurs costumes, et on voit qu'il bosse dans un cabinet d'avocats qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche, et c'est marrant parce que c'est un personnage qui se retrouve à défendre des personnes beaucoup plus démunies, alors qu'à l'époque c'était lui qui était très démuni en saison 1. En saison 1 il n'avait pas une thune, si on se rappelle bien quand il a commencé sa carrière d'avocat, et en plus il vit également dans un penthouse beaucoup plus riche, beaucoup plus aisé. Bon, ce n'est pas l'identité visuelle du Néron qui était très très cool qu'on avait sur Netflix, mais ça témoigne quand même de l'évolution du personnage qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus fort, qui a glow up dans le game, qui est un avocat beaucoup plus renommé. Et ça, je trouve pour le coup que c'est quelque chose d'assez cool. Et puis j'aime le fait qu'on garde le côté charmeur du personnage, c'est qu'il a une relation clairement établie avec Heather, mais pourtant il va quand même draguer sa collègue lituanienne, je crois, plus tard aussi. Donc je trouve qu'on est sur du Matt Murdock un petit peu pimenté. Je trouve que ça marche bien dans l'état d'esprit du personnage, parce que ça va le forcer de plus en plus à redevenir Daredevil au bout d'un moment. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans son intrigue de base. Malheureusement, je trouve que son comeback en Daredevil, il est un peu fait en autre boudin, quoi. C'est que, ok, il se rend compte que le système peut pas arrêter Muse, que Angela a été kidnappée par Muse, et donc à la fin, il lâche un petit F-word. Non, c'est marrant parce que je crois que Netflix n'a jamais lâché de F-word, et t'as cette série qui fait genre que pour être mature va lâcher plein de F-word. Parfois je trouve que c'est un peu forcé, parfois ça passe, mais bref, ça m'a un peu fait rire. Mais voilà, il lâche un F-word et là boum, il est Daredevil. On n'a même pas une séquence où il met le costume en mode badass, en mode iconique, en mode fou, non. On a un plan dégueulasse de CGI où il est en train de voltiger, et moi je trouve que les séquences de voltige marchent mal parce qu'il y a un côté très Spider-Man où le mec semble accrocher son Billy Club dans des buildings invisibles en fait, c'est qu'on voit juste son Billy Club le tenir, mais on voit pas les buildings au-dessus, genre c'est d'où il y a un building au-dessus, genre tout droit, genre ça a pas de sens, c'est pas comme ça que les infrastructures sont faites à New York quoi. Mais voilà, je trouve que c'est mal foutu et ça désiconise le personnage, et puis après je trouve que t'as un plan assez moche où il saute presque face cam, et je trouve le plan assez kitsch, et en plus le plan d'après c'est Daredevil qui court vers Muse, et encore une fois c'est encore un plan CGI moche, et après on a une scène d'action qui est bien filmée et qui là le met bien en avant pour le coup. Mais c'est vrai que moi, le comeback de Daredevil, j'aurais fait un truc quand même bien plus iconique en termes d'imagerie, de plan. Là, je trouve que c'est assez laid quand même. Ils avaient fait un plan sympa avec la vitrine d'église derrière lui dans l'épisode 1, mais en dehors de ça, je trouve que la réalisation n'a pas très bien mis en valeur Daredevil en lui-même, je trouve, malheureusement. Et donc le mec redevient Daredevil, Variety News à un moment donné, et il y avait cette séquence absolument lunaire. C'est que oui, comme j'ai dit, j'adore l'effet de mise en scène que Justin Moore et Benson ont fait dans l'épisode 1 et dans l'épisode 8, où c'est-à-dire, il va t'ouvrir le cinémascope en plein grand format pour ouvrir l'ouïe, l'oreille de Daredevil, et en plus ça va déformer la caméra de façon à ce que ça forme un effet fisheye. Il va refermer le format tout en zoomant vers le point de sujet, la cible que Daredevil écoute. Et donc la caméra va faire un zoom ou un dézoom vers l'élément que Daredevil écoute et former le ratio jusqu'à cet élément-là. Et je trouve que c'est une idée de mise en scène qui est très très cool en termes de format, de jeu de ratio, de jeu d'angle, qui marche très très bien, qui ne revient pas en dehors de l'épisode 8 du coup, parce qu'après, comme je dis, c'est très flemmard la manière dont il dépeint ses pouvoirs. Après, il y a une séquence que j'avais bien aimée, où il suit l'officier Powell, en gros c'est une séquence où il semble sélectionner les différents bruits de la ville de New York. Donc là il est en train de marcher, et on le voit de petit à petit entendre des bruits, couper d'autres bruits, jusqu'à n'entendre que les pas de Powell. Et je trouve que là aussi c'est une manière assez intéressante de représenter les pouvoirs de Daredevil,
Même si malheureusement ça aussi ça ne revient plus jamais plus tard dans la série encore une fois. Et c'était marrant parce que du coup on a vu qu'il avait failli se faire écraser par une voiture parce que le mec avait coupé tous les bruits sauf ce bruit là. Donc je trouvais que c'est quelque chose qui marchait bien. Malheureusement après ils sont pas allés beaucoup plus loin dans le reste. Bah si, il y avait une séquence assez particulière avec la bouteille où il fait tomber une bouteille et c'est là qu'il retrouve la balle du Punisher, bah du mec qui a tué White Tiger. Ça c'est une séquence qui est assez bizarre, je trouve. Pour le coup j'ai trouvé ça un petit peu facile comme délire. Surtout que comment le mec a pu repérer que cette balle c'était une balle du Punisher, une balle avec le logo du Punisher. Genre la balle elle est toute lisse, j'ai même pas l'impression qu'il y a un relief qui forme le logo du Punisher, je sais même pas comment il a cramé que la balle avait le logo du Punisher. Je trouve que c'était aussi très très facile, mais il y a plein de facilités dans cette série, encore une fois. Notamment en épisode 7, autre manière de dépeindre un peu les pouvoirs de Daredevil, c'est le moment où il va dans le repère de Muse, il va toucher plusieurs peintures de Muse, et à un moment donné il va reconnaître le nez de Heather dans les peintures de Muse parce qu'il avait touché son visage juste avant. Faut pas déconner. C'est quand même débile, faut pas être con non plus. Et en plus, j'aime beaucoup le fait qu'on voit que Daredevil, pour le coup, ça c'est le truc, ça c'était vraiment une facilité scénaristique assez éclatée au sol, ça faut le dire, il faut être honnête quand même. Là, c'est un peu du foutage de gueule, clairement. Mais il y a ça, et puis il y a même le fait que j'aime beaucoup le fait que Daredevil soit beaucoup plus imparfait dans cette série, c'est que il revient en scène et on sent que maintenant il fait beaucoup moins attention sur les bruits, sur les gens qui peuvent débarquer, le déranger, etc. On sent qu'il est beaucoup plus perturbé. Je trouve que ça marche bien avec le fait que c'est un personnage qui est constamment tiraillé par son côté obscur. Donc ça c'est aussi intéressant. Bon, par rapport au côté soft reboot, on voit qu'il y a certaines de ces cicatrices de Netflix qui portent plus non plus. Donc ça, on l'a dit, le côté hybride de tout ça. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup le côté arrogant, beaucoup plus violent. Le mec va carrément défoncer la gueule de Poindexter dans la prison tellement il a la haine, il est beaucoup plus impulsif. Et je trouve que ça marche bien, notamment avec la scène de confrontation du Punisher qu'on évoquera avec le Punisher, qui marche bien également. Et ça va mener à cette séquence où limite, lui, il veut tuer Fisk, comme d'habitude. À chaque fois, il dit qu'il le tuera pas, mais au bout d'un moment, il a tellement la haine contre lui qu'il a envie de le tuer. Et au final, il va finir par le sauver. Et même lui, dans son fond intérieur, il sait pas pourquoi il l'a sauvé, quoi. Et donc je trouve que ça revient, pour moi c'est toute la dimension de Daredevil, quoi. C'est que c'est un homme qui a des pensées très très sombres, des pensées très très négatives, mais qui fait le bien quand même, qui arrive à faire le bien, qui ne peut pas s'empêcher de faire le bien malgré tout, jusqu'à la fin de cette saison. Du coup il devient un peu le chef d'une rébellion contre la mairie de Fisk, ce qui est assez intéressant pour le coup. Et à côté on a l'arc de Wilson Fisk le Caïd qui débarque, et j'ai trouvé ça très très bizarre de voir Wilson Fisk, D'Onofrio jouer une autre facette de Wilson Fisk. Il est toujours aussi excellent dans la manière dont il arrive à garder tous les tics qu'il a toujours fait du Caïd, c'est-à-dire ses bras tendus, ses mains qui tremblent, ses petits tics de mouvement de tête, sa bouche ouverte qui a une espèce de grimace assez creepy, et puis sa voix très très rauque qu'il arrive à concevoir de lui-même. C'est que D'Onofrio est tellement bon pour jouer le Caïd, il a vraiment des mimiques qui fait que c'est un super acteur et qu'il est vraiment très très mémorable. Et en même temps, il ajoute des dimensions supplémentaires dans cette série-là, parce que dans cette série-là, le Caïd devient le maire de New York et donc il va devoir se vendre une image publique. Ce qui dit image publique dit une image beaucoup plus positive de lui, ce qui dit que maintenant on va voir le Caïd rigoler dans cette série, c'est que maintenant il va sourire, il va lâcher des vannes, il va faire des blagues, il va manger des sandwichs, il va danser avec Vanessa en public, il va faire des gros sourires, s'amuser aux côtés du public, il va imiter des guns avec ses doigts, il va faire le mec un peu stylé, un peu badass, un peu gentleman. Il a complètement fait évoluer son Caïd de manière assez surprenante, et j'avais peur en voyant les petits extraits de le voir gueuler, de le voir rire, de le voir sourire, de voir un côté un peu plus jovial. Et au final, je trouve que ça passe bien. Je trouve que ça le rapproche un peu plus du Caïd que je connais de ma jeunesse en fait. C'est-à-dire le Caïd du dessin animé Spider-Man qui était beaucoup plus clownesque, cartoonesque, j'ai envie de dire. On n'est pas jusque là non plus. Mais je trouve qu'on est sur un Caïd qui est beaucoup plus bourrin, qui a beaucoup plus ce côté Caïd des comics, qui est beaucoup plus souriant, beaucoup plus machiavélique. Là où dans la série Netflix, il restait quand même très très sobre dans ses réactions, on va dire. Là, il est quand même un peu plus sadique et un peu plus connard dans ses réactions, et ça marche assez bien. Et j'aime bien le fait que durant toute la série, on essaie de te faire croire qu'il essaie de masquer son identité de Caïd et qu'il va essayer d'être le maire de New York. Et donc les premières actions qu'il va faire, c'est qu'il va soudoyer le commissaire. Donc on pensait qu'il avait pris son fils en otage, mais en fait non. Et donc quand on voit qu'il utilise des méthodes illégaux certes, mais des méthodes qui ne sont pas létales, et c'est intéressant de voir que peut-être qu'en fait oui, peut-être qu'il a changé, peut-être que c'est un homme bon, peut-être qu'il va essayer de tout faire de manière légale. Et en fait non, parce qu'ensuite tu as le twist sur Adam, bien sûr, tu as eu tout ce délire là sur le fait que Vanessa l'ait trompé. Et c'est là le truc qui m'a dérangé, c'est que le mec s'est retrouvé en tôle à la fin de la saison 3 de Daredevil parce qu'il avait corrompu tout le FBI. Et là,
saison Born Again, le mec est libre au KLM, libre comme l'air, et on n'a pas d'explication de pourquoi il est libre. Et le truc, c'est que moi, je pensais, parce que j'avais vu que l'actrice avait évoqué que Vanessa avait plus ou moins pris l'empire criminel du caïd depuis son absence, mais je pensais que Vanessa avait repris l'empire criminel du caïd parce que lui était en prison durant les événements de Daredevil saison 3, en fait, après les événements de la saison 3, et en fait, non. En fait, c'est à cause de la série Echo, en fait. C'est qu'à cause de la série Echo, le caïd il s'est fait tirer sur l'œil, et d'ailleurs on voit encore sa cicatrice sur son visage. Il s'est fait tirer sur l'œil, et depuis il a été dans le coma pendant 6 mois, et ensuite il a fait son trip dans la série Echo qui a duré quelques mois, et entre temps il n'avait pas du tout contacté Vanessa, et donc Vanessa a choisi de lancer son business de son côté. Wilson plus tard va revenir la voir, mais donc Vanessa étant froid envers lui parce que il l'a abandonné, et donc entre temps Vanessa a eu une relation amoureuse avec un certain Adam. Moi ça m'a un peu embêté qu'on accorde autant d'importance à une série aussi osef que la série Echo, désolé, parce que bien sûr Fisk en parle avec sa discussion avec Matt Murdock de Echo et en tant que justicière, et en plus son absence à cause de la série Echo est devenu un argument primaire sur la relation entre Wilson et Vanessa, et j'avoue que moi ça me dérangerait. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'on base ça sur sa période en prison durant la saison 3 de Daredevil, après la saison 3, que par la série Echo, quoi, ça aurait été plus intéressant. Surtout qu'on aurait pu développer plein de trucs de pourquoi il a été libéré, en fait, comment il a été libéré. Heureusement qu'il y a eu l'épisode final qui nous a enfin mentionné, ne serait-ce que mentionné, l'agent Nadim et le scandale du FBI. Du coup, bon, malheureusement, c'est que 2 mots, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un document officiel qui a permis à Bullseye et à Fisk d'être libres. C'est parce que tous les deux étaient autour de ce scandale du FBI qu'on a vu en saison 3. Et donc après, il y a un élément qui a fait que le témoignage de l'agent Nadim n'aurait pas été pris en compte par le jury et aurait permis donc la libération, l'acquittement donc de Wilson Fisk et de Bullseye. Donc ils nous ont donné plus ou moins une mini-explication de comment Wilson Fisk et Bullseye ont été libérés de prison et d'hôpital psychiatrique. Ça reste quand même très très léger pour moi, mais ça passe. J'ai envie de dire ça passe. C'est que oui, au final, la seule preuve de la culpabilité de Fisk dans la saison 3, c'était la vidéo de Nadim. Et au final, si la vidéo de Nadim elle est plus prise en compte par le jury, au final, Fisk et Bullseye ils peuvent être libérés. Donc c'est un peu gros, mais ça passe, tu vois. Heureux. Et c'est vrai que moi j'avais cette réflexion durant toute la série, et ça commençait à me saouler de me dire, pour moi c'est pas possible, c'est pas concevable, c'est pas réaliste que lui devienne maire, genre ça n'a aucun sens. Et moi ça me dérangeait tellement, et enfin on a eu une petite explication quand même. Après j'ai envie de dire ça me dérange et ça a pas de sens, mais cette saison-là, paradoxalement d'ailleurs, est beaucoup plus politique déjà que Captain America Brave New World, qui avait le président des États-Unis dedans, mais aussi beaucoup plus politique que la série Netflix, vu que là, le caïd de Wilson Fisk est clairement là pour créer des relents un peu de Trump, on va dire. Ce qui est marrant parce que je crois qu'il candidate en tant que démocrate dans la série, et donc il y a un côté très très Trump, bien sûr. Il essaie de lancer une task force qui va arrêter une milice de personnes particulières, et qui va essayer de couper des fronts, qui va essayer de mener la loi martiale et couper des frontières pour obliger les gens de vivre à New York et pour arrêter les justiciers, etc. En fait, ça reste quand même différent de Trump, mais on est sur ce côté militarisation, où souvent il est aidé par sa femme, où souvent il doit simuler des choses, simuler des meurtres, simuler des actes qui n'ont pas été commises par sa task force, par exemple. Honnêtement, c'est plutôt intéressant de voir le caïd rentrer dans le monde de la politique, parce que Wilson Fisk c'est un personnage qui n'est pas politicien, c'est un businessman. Et moi j'ai trouvé ça cool de le voir être confronté à certaines séquences. J'avoue qu'il y a des séquences où j'ai trouvé ça assez chiant et assez peu intéressant. Genre la séquence où il soudoie le commissaire, c'était un peu chiant. La séquence du bouchon, où il y a un giga trou. Moi je déteste quand on te place des accidents et on te dit pas d'où ils viennent. Puisque pour moi ce giga trou c'était l'occasion parfaite de nous dire que, je sais pas, qu'il y avait un combat de méta-humain dans ce lieu-là, je sais pas, un truc comme ça. Non, il y a juste un giga trou. Et donc le caïd va s'en servir comme argument pour réparer la ville, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y avait des confrontations, des situations très très intéressantes que j'ai beaucoup aimées, notamment le caïd était obligé de participer à des événements caritatifs de la ville de New York, notamment écouter des chants d'enfants. En plus, je crois que c'est un chant d'enfant qui dit I love New York, exactement comme caïd. Et ensuite, plus tard, il retrouve ce chant d'enfant, mais en version lituanienne, par une célébration de la Lituanie dans une réunion qu'il a en tant que maire. Et j'ai trouvé ça très très bien fait, à quel point ils ont réussi à faire de l'humour avec le caïd. Le caïd qui est un personnage qui est quand même assez cruel, assez monstrueux dans un sens. Et là, ils ont réussi à complètement ressortir le côté gros bébé en lui, parce que ça a toujours été ça le caïd, c'est un gros bébé dans un sens. Ce gros bébé qui est en train de se retenir, de pas tout casser quand il entend des enfants chanter, qui en a marre d'attendre, qui a envie de tout péter. Et ensuite, il se retape la même chose. J'ai bien aimé le jeu de montage, où il se tape la même musique en lituanien, et ensuite il est en train d'engueuler tout son staff après, et donc on voyait qu'il en avait ras sur la patate, et ça c'était gros sur la patate, et ça c'était assez cool à voir. Et donc je trouve que cette partie-là était super intéressante. Il y avait aussi la partie où il se confronte à l'élite new-yorkaise,
donc l'élite des riches new-yorkais qui le provoque très clairement. C'est nous qui régnons sur la ville, toi tu peux rien faire tant que t'as pas notre approuvement, et donc la ville ne t'appartient pas, et j'ai trouvé ça super intéressant de voir le caïd se faire dépasser par l'élite new-yorkaise et par ses fonctions de maire, et donc au bout d'un moment il va complètement succomber à son identité de caïd, et on va plus ou moins comprendre qu'en vérité il avait toujours succombé à son identité de caïd, c'est que tout le plan qu'il a voulu instaurer dans cette série avec Red Hook, le port de Red Hook, qui est ce lieu, cette petite île, on va dire, qui est sous la juridiction d'aucun État, et donc pas de New York. C'est un lieu qui a été découvert par Foggy et qui a fait que Vanessa a fait tuer Foggy. Et donc c'est un peu le petit empire de Wilson Fisk, un empire légal en fait, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans cet empire, il n'y a aucune juridiction sous cet endroit-là, donc il va tout instaurer là-dedans. Et donc c'est là qu'il va avoir toutes ces réunions avec l'empire criminel de Vanessa, avec le mec qui s'appelle Luca par exemple, qui est peut-être un membre des survettes de Hawkeye, parce que le mec est en survette, et donc ça fera un petit lien avec Hawkeye potentiellement ce mec-là. Mais voilà. On voit qu'il y a des crimes qui sont commis à Red Hook et lui il veut pas qu'il y ait des crimes qui soient commis parce que ça va entacher le fait qu'il a envie de créer un empire immobilier dans cette ville-là. Et donc ça c'est assez intéressant parce qu'on montre le personnage qui est en train de créer un empire immobilier pour après sauver la ville, aider la ville de New York, mais au final créer des immeubles de riches qui ne pourront jamais être payés par des pauvres ou par la populace. En fait c'est juste une action qui est là pour juste avantager le caïd mais pas avantager la ville de New York en fait. C'est aussi ça le paradoxe du caïd, c'est que pendant toute la série Netflix et pendant toute cette série il va te dire qu'il adore New York, que tout ce qu'il fait c'est pour New York, mais tout ce qu'il fait est là pour faire en sorte que New York soit à son image, et le New York qu'il aime, c'est le New York qui est à son image. C'est-à-dire un New York qui est en train de se détruire à cause d'un blackout qu'il a causé, qui est sous la loi martiale où il peut détruire, où il peut tuer tous les justiciers qu'il veut. Ça, c'est son New York, un New York où il a bâti son propre empire à l'intérieur, un New York où enfin il va quelque part rendre fier son père en fait, parce que c'est aussi ça le parallèle, c'est que dans Netflix, son père avait essayé de candidater en tant que maire, et maintenant c'est lui qui devient maire. Avec ce parallèle où il n'arrête pas d'évoquer le fait que ce bureau appartenait à un maire de New York que son père respectait énormément et que maintenant lui aurait atteint ce niveau de respect également en tant que maire. D'ailleurs j'ai bien aimé le fait qu'on reparle de son père et du parallèle avec son père, et le fait que son père aussi battait sa mère, et que donc il n'y avait jamais eu cette dimension de pardon que Wilson essaye de s'instruire auprès de Vanessa qui l'a trompé également. Donc il y a aussi ça qui était très très intéressant, et je trouve que le plan fonctionne assez bien de le voir faire ça, et en plus il y a tout ce côté enfer, paradis, évidemment avec Daredevil et le caïd, où tu as le caïd qui va descendre dans les sous-sols de Red Hook, où on voit qu'il est enfermé à Adam et on voit qu'en fait le caïd est encore en lui. Là où en parallèle tu as Daredevil qui est en haut au-dessus d'un bâtiment, qui va redevenir Daredevil et reste s'entraîner avec son Billy Club et revenir dans le game. Donc tu as des parallèles qui sont très très bien faits, notamment quand tu as Daredevil et Muse et Wilson Fisk et Adam qui s'affrontent. Et d'ailleurs, Donofrio a dit qu'à la base, les scénaristes voulaient que Adam utilise un marteau contre Fisk, mais Donofrio a dit que ça aurait été trop forcé par rapport à l'origine du caïd avec le marteau, et que donc du coup on a préféré lui donner une hache. Ce qui est plutôt cool, hein. Moi je trouve que l'idée est meilleure effectivement de la part de Donofrio. D'ailleurs il a improvisé le petit mine qu'il lâche quand il tabasse presque à mort Adam d'ailleurs, donc Donofrio encore une fois impérial comme j'ai dit dans ce rôle-là, surtout avec ce côté beaucoup plus machiavélique qu'on lui rajoute, ça marcherait très bien. Et donc en termes de scènes d'action aussi, on sent que ces scènes d'action sont un peu plus surréalistes quand même que dans Netflix. Genre les coups qu'il envoie à Adam, ça l'envoie à 100 mètres, et puis la fameuse mort qu'on a en fin de saison bien sûr. Tout devient cohérent avec le caïd, et c'est aussi ça qui marche le mieux, parce que c'est notamment la partie qui a été le plus retournée par la nouvelle équipe, parce que comme ils ont ramené l'actrice de Vanessa, ils ont retourné toutes les scènes avec Vanessa, donc avec Elliot Zurer. Et c'est-à-dire qu'en retournant ces scènes, ils ont pu réécrire beaucoup de ces scènes également, ce qui fait que je trouve que son intrigue mémorielle est quand même assez bien faite et plutôt cohérente, et il retrouve sa résolution du coup de façon satisfaisante à la fin de la saison. Et à côté de ça, il y a tout ce délire de thérapie de couple qu'il a avec Vanessa, donc qu'il organise avec Heather Glenn. Au début, j'avais peur que ce soit juste une giga facilité, ou comme par hasard, sa thérapeute, c'est la copine de Matt Murdock, mais à mon avis, c'est clairement fait exprès, bien sûr. Comme ça, il pourra garder un œil sur Matt Murdock, et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai bien aimé leur discussion qu'ils avaient eue dans le diner, dans le premier épisode, même si je le trouvais pas excellemment bien écrit, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils évoquent des éléments de la série Netflix, au lieu de se dire, ouais, toi ça va ou pas, etc. Je trouvais que ça restait quand même assez bateau, mais le charisme des acteurs portait bien la scène. Et c'est marrant de voir que les deux pires ennemis peuvent sembler être les deux meilleurs potes au monde. C'est assez marrant de voir cette sensation-là dans cette séquence-là de discussion entre les deux. Puis c'est marrant de le voir se faire passer pour un martyr quand il dit que Daredevil a détruit son business, qu'il a détruit des vies à cause de ce qu'il lui a fait subir. Donc ça c'est assez intéressant de le voir utiliser le meurtre de White Tiger pour faire porter donc sa task force de justicier. Cette série adapte une grosse partie du comics Devil's Reign. À mon avis, on aura une vraie adaptation complète de Devil's Reign à partir de la saison 2. C'est un comics très récent des années 2018
2018-2020. D'ailleurs, c'est vers cette période-là que Muse aussi a été créé, donc on s'inspire beaucoup des runs récents, ce qui était assez intéressant parce que la série Netflix s'inspirait beaucoup des runs de Frank Miller, donc des années 80-90. Là, on touche beaucoup plus aux runs récents des années 2018-2020, avec Muse, avec donc cette période des comics où du coup tu as Wilson Fisk qui devient le maire de New York et qui est à son prime. Wilson Fisk n'a jamais été dans un aussi meilleur niveau que dans ce comics-là. Et donc il devient maire de New York, et première chose qu'il essaye de faire, c'est un story du coup, une milice d'anti-justiciers qui va porter le logo du Punisher pour enfermer, tuer, se débarrasser de tous les justiciers de New York. Et donc par rapport à cela, c'est à cause de ça que du coup Daredevil va créer sa petite équipe de rebelles de super-héros de New York avec Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, Spider-Man, Moon Knight, etc. Qui va plus ou moins être adapté en fin de saison. En tout cas en fin de saison, c'est un peu sur ça qu'on se dirige, on va dire. Et donc on est clairement sur une adaptation de ça, avec les fameux plans des comics qui sont adaptés, où t'as le Caïd qui offre des discours à New York, et donc t'as les écrans qui le diffusent, etc. C'était plutôt cool de l'entendre mentionner Spider-Man, malgré le fait qu'ils n'aient pas le droit de montrer Spider-Man dans une série, et qu'à priori c'est compliqué de faire croiser Spider-Man et le Caïd par rapport aux droits d'auteur, par rapport à Sony, et ça c'est chiant. En vrai, c'est chiant, ça me fait chier. Mais bref. Et donc je trouve que c'est intéressant d'adapter cet arc-là sur la Task Force, même si je trouve ça un peu léger d'utiliser juste Muse comme argumentaire pour introduire la Task Force, mais bref, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, de le voir manipuler la police, de le voir affaiblir la police, pour ensuite ramener tous les officiers corrompus de la police pour qu'ils corrigent un peu la ville. Et ensuite, il fait un blackout pour laver la ville en utilisant tous les flics possibles pour tuer tous les innocents et les faire passer pour des justiciers. Donc il crée le chaos pour tout mieux reconstruire, ce qui était plus ou moins le discours qui ressortait dans Netflix en fait. Donc c'est assez cool de voir le parallèle fait entre ses ambitions de la série Netflix et ce qu'il réussit à accomplir dans cette série-là, dans Born Again, jusqu'à donc cette fin où il va donc organiser ce gala. Du coup, ce gars-là, on voit enfin que le Caïd est de retour. En fait, on voit que le mec s'est servi de ses méthodes de businessman, de gangster, de criminel, pour soudoyer toute l'élite de New York qu'il avait provoqué plus tôt. Et ensuite, on le voit danser, et ensuite on le voit se confronter avec Daredevil. Donc dans cette fameuse scène du gala de l'épisode 8, qui était très très bien foutu honnêtement, parce qu'il y avait toute cette séquence où on était sur un long plan séquence qui faisait un zoom sur un groupe de personnages, puis un zoom sur un autre, puis un zoom sur un autre. En termes de mise en scène, c'était super cool. Et puis tu avais toute cette séquence, et puis tu as le fait que Cade était bien sûr rhabillé en blanc, et ça bien sûr c'est cool. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ensuite, comme sa transformation en Cade était complète, ensuite il reste fringué en blanc. Et c'est beaucoup plus satisfaisant de voir le Cade totalement habillé en blanc, là où justement durant toute la saison il essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre en portant des vêtements beaucoup plus traditionnels de maire. Donc ça marche assez bien. Et donc il y a toute cette séquence où tu as Daredevil qui découvre que Vanessa a tué Fisk, et j'aime beaucoup cette confrontation où c'est aussi ça qui marche, c'est que ce soit dans cette série ou dans Netflix, les deux se croisent très très peu, quoi. Daredevil et le Caïd, ils se croisent très très peu, à chaque fois qu'ils se croisent, ce sont des événements, quoi. Et on ressent l'impact et la tension quand les deux se croisent à chaque fois, et ça c'est assez cool. J'ai bien aimé le fait qu'il le provoque en lui parlant, en sachant pertinemment que lui peut l'entendre grâce à son ouïe développée. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il le provoque et qu'il lui dise que t'es foutu en fait. Et qu'ensuite tu as ce paradoxe, tu as du coup Daredevil qui le sauve du tir de Bullseye. Ce qui est vraiment, c'est l'idée du paradoxe qui en plus provient d'un foreshadowing du début d'épisode, où tu as Bullseye qui dit à Matt Murdock que un homme bien est capable de défendre son pire ennemi, et c'est ce qu'il fait à la fin de l'épisode. Ce qui est marrant parce que ça voudrait dire que peut-être que Bullseye n'est pas son pire ennemi, mais que c'est le Caïd, du coup. Donc ça marche assez bien. Ce qui est marrant, c'est qu'après ça, le mec il va dire « Ouais, il m'a sauvé la vie certes, mais maintenant on va l'utiliser en tant que martyr, on va s'assurer qu'il reste mort maintenant. Comme ça, on va éviter de l'avoir en justicier, quoi. » Donc je suppose que Buck, du coup, c'est aussi que Matt Murdock et Daredevil, du coup. Et donc, durant toute cette fin de saison, il va donc tuer le commissaire, il va donc se débarrasser de toutes les personnes qui sont non fiables, jusqu'à écrabouiller le crâne du commissaire Gallo. Et ça, c'est la séquence où je me suis dit « Ok, en termes d'effets pratiques, etc., c'est très bien fait. » Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que on le voit clairement lui écraser le crâne, et au final il va feinter sur son crâne et juste lui arracher la mâchoire. Donc j'ai trouvé la mort de Gallo très très bizarre en termes de rendu. Après ça change d'un simple écrabouillage de tête, on va dire. Mais c'est vrai que cette séquence est tellement gore que c'est tellement bizarre de voir ça intégré dans une série qui était quand même assez en retenue jusqu'à présent. C'est assez particulier quand même. Et donc il y a cette séquence où du coup il tue Gallo qui est assez cruelle et qui montre la cruauté du personnage et à quel point le mec est cheaté en termes de puissance. Il y avait tout l'arc narratif du Caïd où justement on le voyait manger de plus en plus. Et il y a tellement de choses à dire sur le Caïd, c'est fou comment cette vidéo va être longue. Mais il y avait toute cette partie où le mec arrêtait pas, où il mangeait léger au début de saison, où justement il y a cette séquence d'intro du personnage où il mange juste un artichaut par exemple, et du coup en plus il est filmé de manière
à l'envers pour montrer que le mec est méchant entre guillemets, et on aime bien le filmer avec des reflets pour montrer son omniprésence. Il y avait notamment cette séquence où il provoque Swordsman, donc Tony Dalton, Jack Duquesne, où du coup il le provoque et du coup dans tous les plans il y a un miroir de lui derrière Jack, il y a son reflet sur le verre, il y a un miroir encore derrière lui, donc il y a du Cade fringué en blanc qui encercle complètement Jack. Et j'aime bien la manière dont on arrive à montrer l'omniprésence du personnage et la puissance, et à quel point le mec envahit le plan par rapport à la mise en scène des réalisateurs du coup, et ça marche très très bien. Et bien sûr le fait que le mec mange de plus en plus, c'est qu'à un moment donné ses vêtements lui vont plus, il grossit de plus en plus, et bien sûr ça participe à sa remétamorphose en tant que Cade, jusqu'à ce meurtre cruel et le fait qu'il installe la loi martiale à la fin de la série sur la ville de New York. Et donc à la fin il devient un dictateur en fait, et ça c'est plutôt cool, et je pense que ça peut vendre des choses très très intéressantes pour la suite concernant le Cade. Et bien sûr il y avait sa relation avec Vanessa qui est très particulière, vu que il faut savoir que le showrunner de la série Netflix à la base voulait qu'en saison 4 Vanessa soit la méchante, et qu'elle soit la nouvelle Cade, et qu'elle prenne l'empire de Fisk en tant que nouvelle antagoniste de la série. Et je suis content que cette série-là ait quand même gardé cet élément-là, c'est-à-dire que Vanessa, entre-temps, elle est effectivement devenue le nouveau Cade, entre guillemets. Et on le voit bien, c'est que dans sa scène d'intro, avant que Fisk vienne, elle est habillée en blanc comme Fisk, et dans la scène de flashback où elle parle à Bullseye, elle est habillée en blanc comme Fisk également. Donc elle avait le code couleur du Cade avant que Fisk revienne, elle reprend son code couleur, entre guillemets. Et donc moi j'ai trouvé ça cool de voir une Vanessa en tant que gangster, que criminelle de la pègre, que patronne de la pègre, parce qu'il y avait cette simple scène où elle avait ordonné la mort de Nadim en saison 3, qui montrait que limite elle était plus cruelle que Fisk, parce qu'elle était vraiment froide. Là où Fisk, tout ce qu'il fait, c'est souvent par impulsivité, par impulsion, alors qu'elle est très très froide et méthodique, et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, d'apprendre que c'est elle qui a tué Foggy, et que donc elle est prête à s'allier avec l'homme qui a failli la tuer, donc Bullseye, pour atteindre ses propres désirs, quoi. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui marche bien dans sa relation, et notamment dans le fait qu'elle ait trompé le Cade, et qu'elle ait presque peur de lui parce qu'elle ait peur de comment il pourrait réagir. Et donc tu as toute cette partie où durant toute la saison, les deux sont en opposition, parce que tu as lui qui est maire et tu as elle qui gère l'empire criminel, et les deux ne rentrent pas en concordance, et donc les deux sont un peu en rivalité dans cette saison. Et j'aime bien le fait qu'ils aiment bien jouer sur le doute, en mode est-ce que Vanessa a essayé de faire tuer le Cade, donc notamment la séquence où tu as Lucas qui est en train de le tuer, qui est assez badass, puisque tu as le Cade qui mange, et tu as Buck qui tire sur Lucas derrière, donc ça c'est stylé en termes de mise en scène. Mais voilà, ils aiment bien jouer sur l'ambiguïté de est-ce que Vanessa serait capable de tuer Fisk, et au final non, on sent que les deux sont vraiment amoureux. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que leur situation s'améliore dans le pire des contextes, en fait. Ils sont en rendez-vous thérapeutique, et en fait ces sessions les éloignent plus que ça les rapproche, et au final Vanessa arrive à retrouver son Wilson, entre guillemets, quand Wilson accepte de lui révéler son plan, déjà d'utiliser l'argent qu'elle a amassé à Redwood en utilisant ses capacités de mère pour amasser des milliards et non des millions, mais en même temps en lui montrant que ouais, je me suis amélioré, Adam je l'ai pas tué, mais par contre je l'ai séquestré pendant un mois dans Redwood, quoi. Et donc j'ai bien aimé cette séquence où censée être la révélation qu'aurait dû dire à Vanessa non, je peux pas, je dois te quitter, frère, t'as pas changé, t'as enfermé Adam juste parce qu'il a eu une relation avec moi. Et en fait non, en fait elle accepte de tomber dans la noirceur avec lui, et c'est même elle qui tue Adam à la fin. Et donc tu as ce beau plan qui est assez cool, où tu as les deux qui sont en train de se faire un câlin ou de s'embrasser face à face, et tu as le cadavre d'Adam juste au centre du plan, et tu as quasiment le même plan d'ailleurs entre Karen et Matt Murdock, et avec le Punisher entre les deux également, dans l'épisode 9, donc il y a plein d'idées assez cool et de parallèles assez cool. Et je trouve ça intéressant de montrer que c'est par la noirceur et par le fait que les choses s'empirent, que les personnages s'approchent le plus. En fait, c'est plus ils vivent des événements dark et sombres et un peu glauques, et plus ils sont amoureux et plus ils se rapprochent, jusqu'à la séquence où tu as Dex qui a failli faire tuer Vanessa, la séquence où Wilson accepte le fait que Vanessa a tué Foggy, et que donc il le prend bien, jusqu'à qu'à la fin ils emprisonnent tous leurs ennemis politiques à Redwood. Donc on sent encore l'espèce de paradis construit par Fisk, et en tout ce paradis il y a un enfer qui existe évidemment, un sous-sol infernal qui existe évidemment, et en plus eux descendent encore plus bas à la fin de la saison pour manger leur dîner devant le fameux tableau, donc Rabbit in a Snowstorm, donc le fameux tableau qu'on a vu durant toute la série Netflix avec la petite tache de sang qui symbolise l'imperfection, le côté morbide un peu de ce couple. Et bien sûr il y a tout ce code couleur là avec lui qui était habillé en blanc et Vanessa qui est habillée en rouge, qui représente sur le sang, et qui pourrait être un peu une représentation métaphorique du tableau, mais également une représentation un peu visuelle du fait que Vanessa va danser avec Matt Murdock, donc le code couleur rouge de Daredevil, et le fait que Heather est habillé en blanc comme le Cade, et que les deux vont danser un petit peu ensemble à la fin, et que Heather soit au final un personnage qui soit pro-Cade également. Donc
L'intrigue, donc je suis très très content qu'ils aient amené Hélène Zureur dans le rôle de Vanessa, je suis très très content qu'il l'ait ramené, qu'il lui ait enfin donné un vrai rôle qui est vraiment exploité parce qu'elle est extrêmement charismatique également, elle est très très froide, et je trouve qu'elle avait également un très très bon rôle, et je suis content de voir que ce couple est toujours aussi bien écrit et réussi, donc Wilson Fisk et Vanessa, et j'ai hâte de voir, je me demande où ça va aller, je pense, ça c'est ma théorie à moi, mais je pense qu'à un moment donné ils vont te faire tuer Vanessa, je pense, parce que à mon avis, l'évolution ultime, le truc le plus imprévisible, le truc qui pourrait complètement changer la dimension du personnage du Caïd, ce serait de tuer Vanessa. Imagine, t'as une fin de saison où Vanessa meurt, et là, la saison d'après, t'as le Caïd qui est complètement détruit psychologiquement, qui a la haine, qui a envie de tout casser. Moi, je les vois totalement faire ça à un moment donné. Ça me surprendrait qu'ils le fassent pas, quoi. C'est le potentiel qu'ils pourraient faire avec ça, parce que Vanessa, c'est tout pour lui. Donc je pense que ça pourrait être très très intéressant de développer ça, effectivement. Donc ça a été un très très gros morceau sur Wilson Fisk, mais voilà, après il y a des personnages où c'est beaucoup plus rapide effectivement.